ce film ne va pas parler de Molière ou de Racine ou de Feydeau. Il va parler de vous, de nous, de cette histoire personnelle qui est la nôtre et dont nous sommes souvent l'acteur aveugle. C'est la thèse de Freud et de Lacan, avec laquelle vous ne serez peut-être pas d'accord. Notre vie est un théâtre où ce qui se donne à voir et à entendre n'est pas la vérité. Comme si la scène sur laquelle nous passons notre vie, la scène sur laquelle nous grandissons, sur laquelle nous apprenons à aimer, à travailler, à rire, à souffrir aussi, comme si cette scène avait des coulisses dissimulées, bien cachées. Ces coulisses, pour devenir psychanalyste, ce que je suis aujourd'hui, il faut obligatoirement aller y faire un tour, souvent longtemps. Pour ma part, je suis resté en analyse pendant plus de 8 ans. J'étais en l'air, j'avais à peine dépassé la vingtaine et pas vraiment le choix. Eh bien voilà, si j'ai fait ce film, c'est pour expliquer pourquoi, un beau jour, on prend la curieuse décision d'aller voir l'envers de son propre décor. J'ai assez régulièrement, en fonction de creux de vague, eu envie de franchir le pas. J'insiste sur l'expression parce que pour moi, frapper chez un psychanalyste, c'est quand même passer de l'autre côté du miroir. Quel miroir, je ne sais pas, mais franchir le pas. Et je ne sais pas ce qui m'a retenu par la manche à chaque fois. Peut-être une espèce d'orgueil qui m'a poussé à penser que je pouvais m'en sortir tout seul et que les soucis qui me tombaient sur le paletot et dans lesquels je m'en mêlais comme c'est pas permis, je m'en sortirais sans l'aide de personne. Je ne me suis jamais considéré, moi personnellement, comme une énigme. J'ai considéré la nature humaine comme assez énigmatique et intéressante à étudier, ça bien sûr. Donc finalement, j'ai été plus porté à regarder le comportement des autres que le mien. Je ne vois pas la motivation, à moins d'être carrément taré, borné, coincé, j'en sais rien. Je ne vois pas pour quelqu'un normal, ou je veux dire, je ne vois pas pour que vous y allez, par exemple. Comme je vous vois tel que vous parlez, je ne vois pas pourquoi vous irez, vous. C'est vrai. Quand on n'a pas fait soi-même une psychanalyse, on se dit à l'occasion que l'autre aurait pu lui aussi éviter d'y aller. D'ailleurs, à ceux qui prennent rendez-vous pour la première fois avec un psychanalyste, la psychanalyse apparaît-elle comme une évidence? Est-ce qu'on se décide à aller visiter les coulisses de son destin comme si l'aventure allait de soi? La réponse est non. Pour ce documentaire, j'ai rencontré pas moins de 16 analysants. La plupart d'entre eux, avant de franchir le pas de leur première séance, avant de se risquer sur l'autre scène, pour reprendre l'expression de Freud, la plupart d'entre eux avaient des réticences et même des craintes. J'avais le sentiment que j'allais me retrouver en face de gens qui allaient me scanner définitivement, de façon extrêmement supranaturelle, quoi, je dirais. Prendre la décision d'aller voir un analyste, oh oui, ça m'a pris des années. Je voulais pas y aller, c'était pas pour moi. Pour moi, l'analyse, c'était pour Woody Allen ou pour Jacques Messrine, n'étant ni l'un ni l'autre, ça n'avait pas de place pour moi. Je pensais que la psychanalyse, c'était de la connerie. La psychanalyse ne fait absolument pas partie de la culture antillaise. Il est rare d'emmener un enfant, par exemple, chez un psychologue, parce que, comme ça peut se faire en métropole, parce que l'enfant a de mauvaises notes, ou parce que... Non. J'avais peur d'être aliénée, j'avais peur d'être dépendante de l'analyste, de l'analyse. J'avais peur de me rendre compte que j'allais mal. Donc d'avouer en fait que j'avais des problèmes. Je redoutais d'abord de complètement bousculer ma façon d'appréhender les choses. Parce que quand on s'est fabriqué sur une personnalité à travers ce que l'on a vécu, souvent on est attaché à cette personnalité qu'on a du mal à lâcher. On a aussi des plaisirs à ça, donc je savais que ça allait complètement, à la fois sans doute me faire du bien, mais aussi me faire perdre certaines choses, et des choses que j'aimais bien finalement. J'ai été complètement hermétique à tout ce genre
d'action, en quelque sorte. Je ne connaissais pas la psychanalyse, je pensais en avoir aucun besoin. Donc j'ai simplement eu une vie totalement dans l'action, dans la jeunesse, complètement en dehors de la psychanalyse jusqu'à l'âge de 28 ans. Et puis après, j'ai eu comme une fracture, en fin de compte, quand mon père est mort. Et là, je suis rentrée dans la psychanalyse comme si j'y suis rentrée corps et âme, si j'ose dire. Carla Bruni est loin d'être seule dans ce cas. Pour commencer une analyse, la curiosité intellectuelle ne suffit pas. Pour téléphoner la première fois à un psychanalyste, il faut que quelque chose cloche. Il faut par exemple se lever un matin et se surprendre à penser « Mais quelle est donc cette vie qui est la mienne et dans laquelle je ne me reconnais pas ? Cette vie qui ne semble répondre à aucune de mes envies, à aucune de mes aspirations. » Je me suis dit, j'ai 40 ans, ça suffit. Je suis endetté, je n'ai pas d'enfant, il y a un truc qui n'est pas normal. Ce qui m'a amené à l'analyse, c'est de la répétition. C'est-à-dire, c'est des échecs répétés, c'est le fait de ne pas arriver à m'engager dans ce que j'avais envie de m'engager dans la vie. Ça bloquait, pour des raisons que je ne comprenais pas. Un jour, c'est devenu une évidence. Je devais aller voir quelqu'un, peut-être pour ne plus avancer les yeux bandés, quoi. J'étais dans une situation toute bête, au fond, qui est que moi, la seule chose qui comptait à ce moment-là, c'était d'écrire. Et j'étais entravée par des choses qui m'empêchaient d'écrire. C'est très fréquent. Et c'était très névrotique. Au fond, rien ne m'empêchait d'écrire. Mais je ne le savais pas. Et puis aussi, il y avait cette chose que j'avais tout pour être heureuse, soi-disant. Et puis c'était pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc toutes ces contradictions font que, oui, je me disais que la vie c'était trop difficile pour moi, que j'y arriverais pas. Et heureusement, j'ai trouvé cet échappatoire-là qui est devenu beaucoup plus qu'une échappatoire. C'était au contraire une rentrée dans la vie, c'était faire l'effort de vivre, voilà. Il y avait aussi une espèce de paresse à vivre, qui est en fait une des formes de la dépression. Parfois, à l'origine d'une première séance, il peut y avoir aussi un événement précis qui nous fait basculer dans une autre dimension, là où les histoires qu'on se raconte habituellement sur soi ne font plus le poids. Un accident, une séparation, un deuil, et le malheur qui nous a emportés loin de nos constructions imaginaires nous laisse tout à coup en plan, démunis, impuissants. Voilà, j'étais marié, j'avais 2 enfants tout petits, et la femme avec qui j'étais est partie. Mais elle n'est pas partie pour un autre homme, elle est partie parce qu'elle voulait vivre autre chose que ce qu'elle vivait, quoi. Donc voilà. J'avais pas d'autre solution que d'aller voir quelqu'un. Il fallait que je comprenne pourquoi on en est arrivé là, quoi. À un moment donné, c'est jamais gratuit, quoi, quand les choses se passent. Je me suis mariée à 20 ans et à 20 ans et quelques mois, on m'a dit que mon mari était atteint d'un cancer et qu'il en avait pour 1 an ou 2 à vivre maximum. Et donc, évidemment, c'est un très grand choc. Et là, le pire avec la maladie, c'est que la maladie inverse les rôles. Le fort, et en l'état des choses, c'était mon mari, devient le faible. Et la faible, c'était moi. Je devais devenir forte pour 2, faire comme si la vie était belle, puisqu'on avait décidé avec le professeur Jean Bernard de ne pas lui dire la vérité. Et c'était très lourd à porter, donc j'avais besoin d'être aidée. Et puis, dans la course effrénée de leur existence, nombreux sont ceux qui envisagent de commencer une psychanalyse parce qu'ils sont confrontés à ce que les psychanalystes ont coutume d'appeler un symptôme. Quelque chose qui non seulement les agite, les angoisse, les interroge, mais encore insiste, comme si c'était l'effet d'un désir énigmatique, venu d'ailleurs, le désir de cet autre que Lacan écrivait avec une majuscule pour en souligner l'étrangeté. Je pense que j'allais mal depuis un moment, mais je ne m'en rendais pas réellement compte. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez vif, hein, qui aime faire des choses, qui aime bouger. Et en fait, ces envies de faire des choses diminuaient jusqu'au jour où je me suis réveillée vraiment, littéralement. J'ai ouvert les yeux un matin, j'ai regardé le plafond et je savais plus pourquoi je me réveillais. Quelle raison j'avais de me lever, quelle raison j'avais même de dormir. Je me doutais que j'allais pas très bien, mais je me doutais pas que j'allais pas bien à ce point-là. Lorsque j'étais dans la rue,
J'avais le sentiment, si vous voulez, de perdre connaissance, d'être complètement étrangère à tout ce qui s'animait autour de moi. Et la moindre chose me faisait très très peur. Les gens me faisaient peur et j'avais comme un sentiment de paralysie, quelque chose qui m'attrapait, qui me figeait au sol et qui m'empêchait d'avancer. Mais comment trouver un psychanalyste? Comment savoir qui est le bon, qui saura écouter votre demande et vous aider à tirer au clair votre inconscient? Il y a quelques années, l'école de la cause freudienne à laquelle j'appartiens eut l'idée d'ouvrir à Paris, rue de Chabrol, un centre de consultation psychanalytique. Dans ce centre absolument gratuit, des psychanalystes viennent recevoir chaque semaine des patients, sans être même payés. Le tout venant, à la recherche d'une première séance, est ainsi accueilli pendant plusieurs mois, aussi bien les adultes que les adolescents à partir de 12 ans, ou les enfants, parfois tout petits, et qu'accompagnent leurs parents. La rue de Chabrol m'a permis de me détendre parce que je n'étais pas seul, je pouvais voir d'autres malades, d'autres analysants qui n'étaient ni Woody Allen ni Jacques Messrine. Ce qui me rassurait, c'est que c'était des gens simples. Les autres analysants étaient des gens simples, des gens souffrants. Ce sont les enfants qui m'ont beaucoup frappé, les enfants et les adolescents. Qui eux ne venaient pas, quelque part c'était pas des analysants qui faisaient ça soit pour devenir analystes eux-mêmes, ou soit par coquetterie. C'était pas des hommes de lettres qui faisaient ce travail par coquetterie. La rue de Chabrol, vous choisissez pas de psychanalyste, c'est même pas lui qui vous choisit, c'est une espèce d'arbitraire administratif. Vous avez pris un rendez-vous dans un pool de psychanalystes, il y a une assemblée de malades et c'est un hall de gare et par hasard vous montez dans ce train-là. Néanmoins, la plupart du temps, pour monter dans le train de la première séance, c'est dans le privé que les gens s'adressent à un psychanalyste. Certains voient la plaque d'un analyste en bas de chez eux et ne cherchent pas plus loin. D'autres ouvrent l'annuaire et choisissent eux aussi au hasard. En règle générale, cependant, on demande une adresse à un ami, voire à un médecin, et puis on appelle. Lorsqu'un patient appelle au téléphone pour prendre rendez-vous, alors que ça va être sa première séance, je ne crois pas que le coup de téléphone fasse partie de cette première séance. Il me semble que la première séance commence lorsque nous nous serrons la main dans la salle d'attente et que je l'introduis dans mon bureau. Ceci dit, il y a énormément de choses qui peuvent se passer au téléphone. C'est toujours moi qui réponds pour donner le premier rendez-vous. Je tiens absolument à entendre l'ébauche, l'esquisse, les premières formulations de la demande de la personne qui prend contact, que ce soit un homme, une femme, un parent. Les demandes d'aujourd'hui se présentent avec une certaines questions communes. Je suis frappée par ça, c'est-à-dire qu'au téléphone, les patients d'emblée peuvent demander combien de temps ça va durer, quel est le prix des séances. Et donc je prends le temps de parler, pas nécessairement de ça, mais de laisser le patient, au fond, dire ce qu'il amène. Et finalement, les premiers mots qu'il peut dire à cette occasion sur ce qu'il amène à consulter, finalement, se révèlent souvent, et après coup, essentiels. Eh bien, c'est là où je peux avoir une indication sur justement qu'il faut que je décide sur l'instant. À savoir, où je le vois tout de suite, le soir même, ou je le vois demain, ou dans un mois. Parce qu'il fut le premier, le cabinet de Freud continue de marquer les esprits. Du coup, même si des milliers d'autres cabinets se sont ouverts depuis à travers le monde, le futur patient, en arrivant pour sa première séance, se demande souvent s'il ne va pas se retrouver un siècle en arrière, à Vienne, dans une copie conforme de celui de Freud.
Sur ce que devrait être le cabinet d'un psychanalyste du XXIe siècle, Karl Lagerfeld, lui, a 3 idées parfaitement claires. Je pense que ça doit être assez dépouillé. Il ne faut pas que ça soit trop fatras, hein. Assez minimaliste. Hein. Il faut faire le vide pour être entièrement disponible. Pas de trucs au mur, pas de tableau, rien qui accroche l'imagination et qui dévie de ce que la malheureuse personne sur le divan a dans sa tête. Il faut une belle lumière. La lumière, c'est la chose la plus importante. Pas forcément blanc, peut-être un gris perle au mieux, quelque chose d'apaisant, puisqu'il faut qu'il se relaxe et qu'il déballe. Donc, il faut qu'il se sente quand même en confiance, mais que ça ne tourne pas non plus à la confidence d'hebdomadaires féminins. Vous voyez. Quand on reste assis, on doit écouter souvent des propos quand même qui ne doivent pas être très passionnants, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi un peu nuls, un peu ennuyeux. Ils analysent pas que des cas passionnants. Et ça serait un bon exercice les analystes debout, parce qu'ils seraient plus agressifs, plus forts, moins ramollis. Quand je suis rentré dans son bureau la première fois, c'était pas du tout organisé. C'était d'abord, il avait beaucoup de retard. Ensuite, il savait plus dans quel ordre étaient ses rendez-vous. Ensuite, dans la pièce où il y avait le divan, il y avait des papiers dans tous les sens. Lui-même, dans son look, il est un peu lunaire. Mais je suis arrivé sur une autre planète un peu pour moi, et une planète très très loin de ma rigueur à l'époque, sans aucune insouciance, une rigueur un peu trop contraignante. Donc ma contrainte confrontée à sa liberté, ça fait l'alchimie en fait. Il y a un analyste qui fut un temps célèbre en Argentine qui recevait dans un décor de laboratoire, toujours habillé avec la même blouse blanche. N'est-ce pas ? Il avait une idée comme ça que la psychanalyse devait démontrer qu'elle était scientifique, donc il fallait absolument rien faire varier du dispositif. C'est pas du tout mon cas, je dois le dire, dans mon propre cabinet, même s'il y a quand même des tableaux qui restent en place, ou des tapis, mais il y a quand même beaucoup d'objets qui bougent, ne serait-ce que parce que je reçois aussi des enfants et que touche un peu à tout. Mais plus important que le cabinet, il y a le psychanalyste lui-même, qu'on va découvrir à la première séance. À quoi ressemblera-t-il ? Qui sait ? Peut-être à ce personnage atypique dessiné par Piem. En tout cas, plus souvent qu'on ne l'imagine, la première séance peut être aussi la dernière, quand d'emblée, la rencontre ne se révèle pas concluante. J'avais une amie qui était psychanalyste. Elle m'avait dit, écoute, tu vas, sa poignée de main, son regard, l'endroit où tu t'assieds, quoi que ce soit, il y a un truc qui te déplaît, tu vas ailleurs. Si t'es pas bien, tu vas ailleurs. Je n'avais absolument rien à lui dire. Et je me demandais ce que je fichais là. Comme on dit, il n'y a pas du tout eu de transfert. Et je voulais m'en aller et il fallait bien que je lui dise quelque chose. Et donc je lui ai dit que j'étais très embêtée parce que je me rongeais les ongles. Alors que j'étais au bord du suicide quand même. Et elle a pris ça très très au sérieux. Elle n'a pas entendu ma demande au fond. Et elle m'a dit qu'en 6 mois de psychothérapie, on se débarrassait très facilement de cette onychophagie. J'ai appris un mot. Et je lui ai dit au revoir madame et je ne l'ai jamais revue. Je me souviens d'une expérience. Je rencontre un homme et rien ne se passe vraiment. Moi, je me dis, je vais peut-être le revoir. Et c'est lui qui me rappelle en disant, alors, vous revenez quand? Vous revenez? Oh là là, et je ne suis plus jamais retourné. Je dis, lui, c'est pas un pro. C'était pas possible, quoi. Il pouvait pas. Je me suis dit, est-ce que c'est pour que je lui fasse des sketchs? Est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce qu'il est amoureux de moi? Enfin, ça a été absolument rédhibitoire. Ça a été terminé immédiatement et je ne l'ai plus jamais revu. Il y avait comme une indifférence et un petit peu un vague ennui. Et
de part et d'autre, hein, peut-être. Mais c'était le contraire de la première consultation avec la personne, le psychanalyste avec lequel je fais mon analyse depuis. C'était le contraire. La première consultation avec ce psychanalyste a été incandescente. Et les deux autres premières consultations ont été un peu mornes. Donc, le problème, c'est pas la parole, c'est pas le symbole, c'est qu'il faut qu'ils soient ensemble pour que ça marche, pour que ça prenne. Et ça a quand même quelque chose à voir avec le cœur qui bat aussi. Donc, en quelque sorte, c'était plat. À ces rendez-vous décevants, dont on se dit tout de suite qu'ils ne sont pas les bons, s'opposent donc les premières séances inaugurales, les vraies, celles qui marquent le début de la psychanalyse proprement dite. Mais que s'est-il passé ce jour-là de différent? Pourquoi s'est-on convaincu que c'est là, dans cette rue, dans cet immeuble, qu'on allait revenir? Pourquoi ce jour-là a-t-on pensé qu'on avait frappé à la bonne porte? Alors, d'abord, c'est une femme qui est gentille, qui a une énergie gentille. C'est pas d'une gentillesse... c'est pas une gentillesse molle ou que je sens, parce que moi, je sens. Je sens quand c'est un peu falsifié. Mais voilà, c'est pas une gentillesse mondaine ou clinique. C'est une gentillesse tout court. Voilà. Et puis, une énergie. C'est quelqu'un qui dit « Bonjour, ça va ?» Et alors, sa façon de dire « Bonjour », eh ben on y va. Elle est toujours oppressée. Et puis il y a un casque de moto à l'entrée. Ça peut paraître très con, mais il y a un casque de moto à l'entrée et dans son bureau, un éternel très vilain, mais à la force d'être très vilain, très beau, un bouquet en fausse rose blanche. Non mais ça va savoir pourquoi ça me touche. Je sais pas quoi. En tout cas, je me sens bien. Alors, qu'est-ce qui va pas? Mais dans son... Alors, pourquoi vous venez? Je sens, comme chez les acteurs, que le ton est juste, qu'elle a vraiment envie de savoir pourquoi je ne vais pas bien. Voilà. C'est comme chez les acteurs, c'est comme à une audition. J'ai tout de suite senti que c'était le bon endroit, le bon analyste, mais c'était plus quelque chose d'instinctif que quelque chose de réellement réfléchi ou raisonné. Alors, dès la première séance avec mon psychanalyste, je savais que j'en ferais qu'une seule dans ma vie et que ça serait avec lui. Et depuis, je n'ai pas changé d'avis et je suis restée sur la même position. J'avais décidé de lui faire confiance et j'ai tenu coûte que coûte. Et jamais aller voir un autre psychanalyste m'a traversé l'esprit, en fait. On a souvent ce cliché de l'analyste un peu farfelu. Un cliché que moi, je peux avoir aussi avant. Et voilà, j'étais en face de quelqu'un de très... comment dire ça? Parce qu'aujourd'hui, le transfert s'est effectué, donc j'en parle pas comme j'en parlais au début. Mais non, je me suis retrouvé en face de quelqu'un d'intelligent, de pertinent. Ce qui m'a fait penser que c'était le bon analyste, c'est que d'abord j'ai baissé les yeux tout de suite, qu'il avait 20 minutes de retard et que c'est moi qui me suis excusé. Donc dans mon sentiment un peu de toute puissance, d'être dans un rapport complètement inversé avec quelqu'un qui imposait un ascendant sur moi, j'ai tout de suite compris que c'était le bon. Il y a quand même deux personnes qui se rencontrent, même si on est sur un divan et qu'on n'est pas en face à face. La première rencontre est en face à face. Et il y a quand même une rencontre tout simplement humaine. Je crois que c'est la rencontre humaine qui, dans mon cas, en tout cas, a fait l'engagement, l'investissement dans la psychanalyse. Ça s'est absolument pas passé comme je l'imaginais, puisque le jour où j'ai pris rendez-vous, j'étais totalement aphone, ce qui m'était strictement jamais arrivé de ma vie. J'étais assez
hallucinée par ce que j'étais capable de me faire toute seule. C'est assez halluciné par le fait que j'étais capable de me couper la voix le seul jour où on me demandait réellement de m'exprimer. J'avais imaginé un certain nombre de choses. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est au fond ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas imaginé, c'est le degré d'émotivité qui s'est immédiatement emparé de moi. Ça, c'était absolument inattendu. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai le sentiment qu'on arrive avec des raisonnements et qu'au moment où on se retrouve devant le psy, quelque chose se passe qui est en dehors du raisonnement. On n'est plus dans un rapport de raisonnable. La seule présence du type en face de vous provoque quelque chose qui est totalement inattendu. Nous sommes assis face à face et là il m'a demandé de me présenter et je lui ai donné mon nom et celui de mes 2 enfants. Et il a eu une petite phrase ironique, il m'a dit alors qu'est-ce que je peux faire pour vous 3 ? Et là j'ai réalisé que j'avais pour habitude de me présenter avec mes enfants et donc ça m'a gênée. J'ai eu honte un peu parce que j'ai senti qu'il me perçait à jour très vite et ça m'a dérangé un peu pour la première fois. Lorsque quelqu'un prend rendez-vous avec moi et que je lui donne un rendez-vous, je n'ai vraiment, sauf exception, aucune idée de comment va se passer notre premier entretien. Et en dehors d'une phrase d'accueil, je ne sais absolument pas à l'avance si je vais poser beaucoup de questions, si je vais être silencieux, si je vais poser des questions incisives ou évasives. À dire vrai, je n'anticipe pas. Lors d'une première séance, j'ai toujours le sentiment qu'il faut accrocher la personne qui vient nous voir. Non pas l'accrocher à notre personne, mais l'accrocher à ce qu'elle dit. Je crois que cette première séance constitue un événement pour lui. Un événement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Et cet événement ne peut résider, non pas dans le sentiment qu'il a qu'il est vraiment venu voir la bonne personne à la bonne place. Cet événement, c'est plutôt dans ce qu'il va dire. Je sanglotais et je lui disais « Mais je ne comprends pas, tout va très bien, tout va très bien. » Madame la marquise. Et il m'a dit que non, je n'allais pas bien. Vous n'allez pas bien. C'est la première fois que quelqu'un me disait ça, alors que jusque-là, on m'avait élevée dans cette idée que tout allait bien pour moi, que j'avais tout pour être heureuse. Et tout à coup, quelqu'un m'autorisait à penser que je n'allais pas bien. C'était extraordinaire. C'était une grande libération. Dès la première séance, ce psychanalyste m'a dit quelque chose qui m'a marqué, qui était différent de ce que disaient les autres médecin, même s'il pouvait me parler en bon père de famille, comme on dit en droit. Il m'a dit, à la fin de l'entretien, « Je ne vous juge pas ». Et personne ne m'avait jamais dit une chose comme ça. Ce qui m'a frappé plus que les mots de l'analyste lors de la première séance, des premières séances, c'était le ton, c'est la question, c'est la phrase qui reste en l'air avec vos propres mots. Et c'est finalement, ce tir-là, cet analyste reprend exactement les mêmes mots, mais il en change l'intonation. Et ça prend du sens. Quelqu'un d'autre dit ce que je viens de dire. Ça permet de l'extériorité par rapport à ça. Ça, je l'ai découvert tout de suite. Ça m'a bien accroché. En effet, le psychanalyste ne juge pas. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui met ses mots dans votre bouche. En fait, il prend vos propres mots et en produit du sens en les télescopant. Et chose étonnante, en maintenant entre vous et lui une étrange distance, en cultivant une apparente froideur qui ne peut que surprendre à la première séance. Moi, je lui racontais ce qui me posait problème et ainsi de suite, et il n'y avait pas vraiment de réaction de son côté. Il me répondait sur le même ton, quoi que je dise, ce qui était à la fois très frustrant. Ça me donnait l'impression de dire, mais il ne se rend pas compte que j'ai mal, que ça ne va pas. Et en même temps, c'était hyper rassurant.
c'est vrai que c'est un choc de voir quelqu'un qui est censé nous redonner du courage, être aussi froid. Parce que le psy est froid. À croire même qu'il faisait exprès d'être aussi antipathique. Voir madame, comme ça, très froid, et il disait rien. Et de temps en temps, il s'animait, il faisait ses mais c'était quand je le voyais pas. C'était derrière mon dos. Et devant moi, il revenait avec son masque de froideur. Le fait de pouvoir finalement craquer, pleurer, se laisser aller, et avoir cette personne finalement qui respecte ça sans vous sauter dessus, en attendant un petit peu que les choses passent, ça fait finalement que ça passe relativement vite et qu'on peut se remettre dans le discours. Il est vrai que lors de cette première séance, le patient amène là des souvenirs douloureux, des choses qu'il n'a jamais dit à personne, des rêveries dont il a honte, ce que Freud appelait les intimités. Bon, et donc on ne confie pas ça facilement. Donc, effectivement, ça nécessite un mode de présence très particulier. C'est accueillir sans juger, sans prendre position et aussi sans s'émouvoir. C'est-à-dire, c'est une présence justement dans laquelle on ne s'identifie pas au patient pour lui permettre justement de mieux se situer par rapport à ce qu'il dit. La distance de l'analyste, pour moi, est pas du tout vécue comme un manque affectif. Enfin, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, c'est même totalement nécessaire. S'il se mêlait d'avoir quelque chose d'affectueux envers moi, une envie de consolation, ça serait sûrement je pars tout de suite. Cette impassibilité attentive, que Freud appelait plutôt la neutralité bienveillante et qui surprend tant lors de la première séance, Patrice Lecomte a essayé de la saisir dans Confidence trop intime, dont Catherine Cabrol a photographié le tournage. Je pense que la psychanalyse est cinématographique, même dans son économie d'action, c'est le moins qu'on puisse dire, pour une raison très simple. C'est que la psychanalyse, il y a, surtout dans la première séance, puis dans les séances qui suivent, il y a des enjeux émotionnels qui sont si forts que pour aller capturer ces moments de trouble, ces vertiges, ces flottements éventuels ou ces abandons, il y a vraiment que la caméra pour faire ça, pour être au plus près des regards, des vibrations, des frémissements, de tout ce qui se trame, quoi, qui peut être très ténu, quoi. Et le cinéma est merveilleux pour ça. Mais justement, dans ce contexte où se mêle le trouble à l'abandon, on imagine que les paroles du psychanalyste sont rares, et cela inquiète celui qui ne s'y est jamais frotté. Si je devais aller voir un psy, et donc si je devais affronter cette première séance, j'aurais trop peur, moi qui suis par ailleurs assez volontiers bavard, j'aurais trop peur d'être désemparé et de lui dire « Vous voulez que je vous raconte quoi ?» Et il ne me répondrait pas. C'est vrai que bien souvent, les personnes qui n'ont pas encore fait une analyse se demandent s'ils vont avoir affaire à un mur ou pas. Et il y a quand même cette idée qui circule qu'ils vont plutôt avoir affaire à quelqu'un de silencieux. Je peux en parler à titre personnel. Je n'ai jamais été silencieux par système. C'est vraiment quelque chose qui non seulement varie d'ailleurs avec chaque analysant, bien évidemment, mais qui varie avec chaque moment de sa cure. Il y a des moments où on est particulièrement silencieux, de manière au fond presque stéréotypée, et d'autres moments où on intervient beaucoup. C'est un silence qui est habité. C'est pas un silence sans parole. C'est pas un silence sans geste. C'est pas un silence sans mouvement du corps, de mon corps dans la séance. Donc, les silences, c'est quelque chose qui offre toujours un lieu au sujet qui parle d'inscription. J'apprends finalement à décrypter ces silences et les silences sont aussi importants que les paroles.
elles mettent en scène, les séances mettent en scène les paroles. Donc les paroles sont assez rares, mais toutes comptent. Dans les moments où elle faisait comme ça, cette femme que je vois encore parfois, oui, mais alors, et que d'un seul coup elle taisait, c'est là où je sentais que la marmite bouillait, enfin que la cuisine se faisait, que quelque chose d'incroyable se soulevait en moi. Et le silence est merveilleux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le silence du psychanalyste n'est pas la seule idée fausse qu'a engendré la découverte freudienne. Pour beaucoup, l'affaire est entendue, la psychanalyse, c'est bien évidemment cher, très cher même. L'argument du psychanalyste, c'est oui, les séances sont chères, mais elles sont chères parce que ça fait partie du traitement. Bon, c'est formidable. C'est fantastique. C'est une trouvaille. Alors là, c'est là où je me suis dit, c'est quand même astucieux. C'est par rapport à la compréhension d'une grosse partie des éléments de la nature humaine, c'est vraiment intéressant. Le goût du paraître, le goût du cher, le goût des trucs comme ça, je trouve ça astucieux, quoi. Pour ce qui est de la question de l'argent, je trouve qu'il est normal de payer, même cher, voire très cher, un psy, pour les mêmes raisons que on ne joue pas au casino avec d'allumettes. Si on joue au poker entre amis en disant on intéresse la partie avec des Smarties, on va beaucoup moins s'amuser que si on intéresse la partie avec de l'argent. Et j'ai tendance à penser que chez un psy, on doit intéresser la partie. En matière d'argent, je suis intraitable, écrivait en effet Freud. Mais la réalité du prix de la psychanalyse n'en est pas moins bien différente de ce qu'on raconte souvent à tort. Lorsque j'ai commencé mon analyse, j'étais chômeur, je gagnais presque rien. Et effectivement, je me demandais si j'allais pouvoir faire une analyse. D'abord, j'ai choisi un analyste qui était aussi psychiatre pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Et lorsque je lui ai téléphoné pour prendre mon premier rendez-vous, c'est la première chose dont j'y ai parlé. Je lui ai demandé comment ça allait se passer de ce côté-là. Il m'a répondu qu'effectivement, en analyse, il fallait payer, mais que ça ne devait pas non plus être un empêchement et qu'on allait en discuter. La première séance, j'ai donné ce que je voulais, ce que je pensais pouvoir donner. Et puis, à la séance d'après, on a établi avec mon analyse, en fonction de mes moyens, le tarif de la séance. Donc, j'ai été sécurisée par rapport à ça. Et je savais que je pourrais continuer. Il agissait un peu comme Zorro, et en fait je trouve qu'il a entièrement raison, c'est-à-dire qu'il prenait aux riches pour donner aux pauvres en quelque sorte, c'est-à-dire j'étais quand même assez fauchée. Et donc il m'a pris un prix très raisonnable. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit Truisme, et là j'ai été vraiment augmentée. Mais il avait entièrement raison. La question de l'argent peut apparaître à la fin de la première séance ou plus tard. Et tout dépend des enjeux qui sont en place. Mais le plus habituellement, c'est moi qui ai introduit la question, en lui demandant combien il pensait y mettre. Ce qui a été le plus surprenant finalement pour moi, c'est qu'on m'a demandé quelle valeur j'étais prête à donner à ces séances. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu dans une tempête parce que on ne m'avait jamais posé ce genre de questions. Quelle valeur vous donnez finalement? Et j'ai dû sortir un chiffre en quelques secondes en disant mais quelle valeur tu donnes à ça, en sachant que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc effectivement, pour moi, ça a été peut-être la plus grande surprise finalement de la première séance. It's so romantic. Et puis, il y a le divan, le fameux divan tel que Patrick Altman l'a par exemple photographié sous toutes ses coutures dans son livre sur les cabinets de psychanalystes. Le divan qu'on remarque dès la première séance, même si on ne s'y allonge pas tout de suite, voire jamais d'ailleurs. Je ne me suis jamais allongé sur le divan, je ne dis pas que je m'allongerai jamais sur le divan. Pour moi,
C'est tout à fait une possibilité. Je pense que c'est une autre approche que celle que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Jusqu'à présent, pour moi, dans ma tête, c'est peut-être faux, mais pour l'instant, à chaque fois que j'y suis allé, c'était pour répondre à une forme de problème précis, presque. Même si, évidemment, fort heureusement d'ailleurs, ça débouche sur d'autres surprises. Finalement, on arrive pour un problème précis et on repart avec d'autres sujets de préoccupation. Mais je pense que pour moi, au moment où je me dirais, tiens, je vais m'allonger, ça sera plutôt en me disant, bon, il faudrait que j'effectue un travail plus long, plus en profondeur, enfin voilà. Ça sera moins ponctuel, voilà. Je me suis allongée, mais je n'aime pas être allongée. Mais je suis restée allongée 8 ans. Mais ce n'est pas en étant allongée que j'ai... Ça, c'est personnel. Que j'ai lâché la marre. Parce qu'être allongée, c'était tellement artificiel pour moi. Je suis si nerveuse, en quelque sorte, physiquement, qu'être allongée avait quelque chose d'artificiel qui apporte beaucoup de choses à beaucoup de gens que je connais, qui m'en ont parlé, et au contraire, qui peuvent parler d'une toute autre manière. Moi, au lieu, j'ai l'impression d'être dans une mascarade. Et alors, je me tiens. Tandis que depuis 2 ans, maintenant, je suis en face à face, sans regarder mon psychanalyste particulièrement, on n'est absolument pas dans une conversation, mais le fait d'être dans une situation beaucoup plus civile, en quelque sorte, m'aide, bizarrement moi, à parler librement, notamment pour les rêves. Pour moi, ma première séance, c'est pas la première fois où j'ai vu mon analyste. C'était 2 séances après, la première fois où je me suis allongé. La vraie première séance pour moi, elle a commencé 2 semaines après, en fait. Être face à quelqu'un et discuter, c'est un rapport trop quotidien pour que je puisse aller chercher dans le ailleurs. Je suis trop maîtrisé et trop cadenassé. Le fait d'être allongé, en fait, m'a libérée, finalement. Parce que je n'avais plus quelqu'un en face de moi qui me regardait, parce que j'avais cette espèce de liberté de pouvoir m'exprimer sans avoir cet œil, en fait, et donc d'avoir toute liberté de parler de tous les sujets, aussi pénibles qu'ils soient. Il m'a très très rapidement allongée, comme on dit. Et c'est ce que je cherchais. Je voulais le divan sans le savoir. Je voulais pouvoir me plonger vraiment dans une espèce de... Le flux des associations d'idées, cette espèce de rêverie à voix haute, me correspondait extrêmement bien. Correspond très bien à ma façon de penser. Je m'étais cognée 20 ans d'éducation nationale, avec les plans en 3 parties, les dissertations, les concours, les examens, tout ça. Quelle libération de pouvoir penser autrement, quoi. Si on est allongé, c'est une position qui permet... c'est technique, tout ça est technique, donc je l'assume absolument parfaitement. Parce que je sais que quand on est face à quelqu'un et qu'on bavarde, on fait pas du tout le même travail que si on est allongé, qu'on est seul avec ses souvenirs, qu'on les laisse remonter, quelqu'un dont c'est le métier, un professionnel, note, travaille et vous dit, voilà, toc, toc, et appuie sur des points sur lesquels on va travailler. Non, c'est normal. Le boucher a des couteaux et le psy a un divan. Mais à la différence du boucher qui, fort heureusement, ne refuse jamais de vous vendre sa marchandise, il arrive que le psychanalyste, au terme de la première séance, et avec toutes les précautions d'usage, dise non. Pour moi, j'allais comme chez le médecin, et a priori, le médecin, il est là pour vous soigner, et donc vous venez avec un problème, et vous arrivez, vous faites partie de sa clientèle. J'ai tout de suite perçu, sans que ça passe par des mots, que avant de avoir une autre séance, puis des dizaines d'autres, il fallait qu'il soit d'accord. Et c'était le seul aspect de la première séance que j'avais pas imaginé. C'était l'examen de passage que finalement j'étais en train de passer. C'était pas moi qui choisissais mon analyste, mais c'est mon analyste qui choisissait s'il allait ou pas me prendre et m'accompagner dans mon travail. Oui, il y a des patients que l'on peut dissuader. Soit dans le cas où on estime que justement il y a un malentendu sur l'adresse, au fond, il vient consulter comme il consulterait un médecin, donc il attend une réponse prête à porter.
à ce qui constitue un problème pour lui, et donc il ne considère pas justement qu'il y est pour quelque chose dans ce qui lui arrive. Et puis il y a aussi le cas de patients qu'on peut dissuader parce que justement le fait de parler, ça peut être... Enfin, il est communément répandu que parler fait du bien, et puis il y a des patients pour qui c'est plutôt contre-indiqué. Que simplement le fait même de parler les confronte à une difficulté profonde, ou les conduirait à une certaine dérive, une certaine désorientation. Donc, ce sont des patients qu'on peut plutôt dissuader. Ce qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'une fois que je lui ai dit pourquoi j'étais là, il a pris une feuille et il m'a conseillé un de ses confrères. Et là, j'ai failli m'effondrer en larmes, comme si j'avais raté l'examen le plus important de ma vie. Je ne savais pas du tout si je voulais continuer, mais je savais juste une chose, c'est que je voulais qu'il m'accepte. Et je lui ai dit, tout ce que je vous ai dit, je ne pourrai plus jamais le dire à personne d'autre. Et il a laissé encore un silence, et il m'a dit, on se verra 2 fois par semaine, le lundi à 14h et le jeudi à 17h. Deux fois par semaine, ou une fois, ou 3. Il n'y a pas de cure type, pas de prix fixe, pas un nombre standard de séances. On s'allonge ou pas. C'est le cas par cas. Le règne du particulier, dans un monde où domine l'universel. La première séance est à l'image de ce qui va suivre. Une aventure qui ne vous guérit pas de vous-même, mais au contraire, vous réconcilie avec votre propre histoire. Je peux pas dire que toutes mes angoisses aient disparu comme c'est pas miraculeux. Je suis pas allée voir Jésus quand je suis allée voir le psy. Mais cependant, j'ai appris à gérer, j'ai appris à comprendre sans doute, et puis à faire face. J'ai réussi à séparer la littérature un tout petit peu de ma vie, suffisamment pour pouvoir écrire. J'avais besoin de cette espèce de pas de côté. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenue un écrivain de fiction. Raconter ma vie dans mes livres, ça, c'est pas mon truc. Je lis des autobiographes, mais je me suis libérée de moi en écrivant de la fiction. Pour moi, c'est une libération. Et aujourd'hui, ou en partie, puisque j'ai encore du chemin, mais je suis libéré de contraintes qui n'étaient pas les miennes. La psychanalyse n'a rien changé fondamentalement chez moi. Je suis toujours la même personne. Mes centres d'intérêt globalement sont les mêmes. La grosse différence, c'est que je me suis lancé. C'est-à-dire que ce que j'avais envie dans la vie, j'ai essayé de le réaliser. J'ai recommencé des études que j'ai pu mener à leur terme. J'ai pu m'engager politiquement parce que j'en avais envie, parce que ça me plaisait. Voilà, je dirais que vraiment, la seule chose que ça a changé, c'est le fait de pouvoir mettre en acte ce que j'avais envie de faire. Je n'ai pas eu la classique pensée qui est de se dire « Oh mon Dieu, ça va m'enlever ma créativité », mais j'ai eu plutôt la pensée de me dire « Si je suis plus à l'aise dans mon existence, forcément je vais pouvoir travailler plus ». Et c'est précisément ce qui s'est passé, c'est-à-dire que non seulement ça n'a pas du tout entamé ce que j'écris, mais ça l'a quintuplé, centuplé, vraiment multiplié et libéré. Il y a une image de quelqu'un qui abat un mur jusqu'aux fondations et qui reconstruit son mur brique par brique et voilà, qui reprend sa place, qui s'installe dans la vie et qui avance en fait. Non, non, attendez, arrêtez un instant le générique. Qu'est-ce qui se passe, Patrice? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui me fait un tout petit peu peur dans le processus de l'analyse. Oui, et c'est quoi? C'est le fait que j'entends dire beaucoup qu'une analyse, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Continuez. Je crois donc que ce qui m'angoisserait, conditionnel, c'est pas tant la première séance, qui déjà me fout un peu la pétoche,
mais c'est l'idée de la dernière séance, dont je pense qu'elle n'existe pas. D'accord, je vois. On est reparti pour un autre film. You talking like you a G, but you a killer killing your own. You're just a racist man's pussy. Tell me who wants to know.